En revanche, cette une, elle a plu à Éric Zemmour. Bravo à eux. Le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droites. Commentaire, ils sont dans une démarche de débat. Pourquoi ça choque ? D'abord, je ne comprends pas ces réactions outrées des uns et des autres. Je veux dire, on est en démocratie. Là, en démocratie, les gens ont le droit de se parler. Je veux dire, quand on rencontre des gens de gauche sur un plateau, qu'on va dans des débats avec des gens entre des gens de gauche et des gens de droite, je ne vois pas où est le problème. Là, c'est des gens qui, en plus, partagent un point commun. Les jeunes parlent entre eux, ils sont de partis différents, mais évidemment proches sur un certain nombre de problématiques. Où est le problème qu'ils parlent ? Mais en fait, la réaction donne quand même une température de ce qu'est devenu notre démocratie. Et de ce que est devenu le pluralisme. Soyez pas dupes, Jean Messia. Ça, c'est une chose. Soyez pas dupes, Jean Messia, c'est de la tactique, c'est pas idéologique. La deuxième chose, c'est parce que LR ne veut pas couper le cordon pour des raisons électorales. Bien sûr, mais tous imaginer, ils veulent pas se faire avaler, être absorbés. Quelle idée que les courants qui pensent pareil du camp national puissent s'unir. Quelle idée qu'ils puissent un jour gagner. Évidemment que ça surprend. Enfin, les réactions, de la gauche, les pères la morale, là, j'en parle même pas. Mais les réactions à droite. Je veux dire, c'est des gens qui ont plus peur pour leur destin personnel et leur petite prébende médiocre plutôt que le destin de la France. En fait, et je terminerai par là, en fait, l'idée aujourd'hui, pour que le courant national ou le camp national puisse se donner les moyens de la victoire, il faut un rassemblement républicain pour la reconquête. Pourquoi ? Parce que rien ne sera possible sans l'électorat populaire du Rassemblement national. Rien ne sera possible sans l'expérience de gouvernement acquise par les LR, et notamment les LR qui pensent que la France existe encore. Et rien ne sera possible sans la colonne vertébrale idéologique de reconquête et d'Éric Zemmour. Donc si les gens ne comprennent pas, les courants du camp national ne comprennent pas qu'il faut ce rassemblement républicain pour la reconquête, les divisions, c'est la défaite. C'est l'histoire de quelques années. Non, mais il y a évidemment un conflit entre les générations, mais qui critique Guilhem Carayon au sein des Républicains ? Xavier Bertrand, qui préfère les communistes aux identitaires, les amis de M. Pradier, qui se fait applaudir au sein de l'Assemblée nationale par la NUPES. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la droite est dans une mauvaise posture parce qu'elle n'a pas cessé de tapiner sur les trottoirs idéologiques de la gauche bien pensante. Il est là le problème. Et ce que fait Guilhem Carayon, c'est justement de remettre l'église au centre de village, de se dire... On est de droite, on défend des valeurs de droite. J'ai des points communs avec Stanislas Rigaud ou encore Pierre-Romain Thionnet. J'ai aussi des divergences, mais on discute. D'ailleurs, récemment, Guilhem Carayon a débattu avec un communiste. Cela ne fait pas de lui un adorateur de Lénine ou de Staline. Donc, il faut être un petit peu sérieux. Il y en a marre, en effet, de cette indignation à géométrie variable. Soyons fiers d'être de droite et merci à ces jeunes de le dire. Ce qu'on voit surtout, ce qu'on voit surtout, c'est trois jeunes qui se rendent compte qu'ils ont plus de points communs que de divergences. En fait, dans les déclarations d'Olivier Véran, il nous a plutôt rassurés, parce que s'il nous promet que la France à l'arrêt va occasionner toutes les catastrophes eschatologiques qu'il nous a promises, il faut se rappeler juste que pendant des semaines et des mois, M. Véran a approuvé tous les confinements liés au Covid et que ça n'a pas occasionné toutes les catastrophes qu'il annonce pour le 7 mars. Donc déjà, on est rassuré. La deuxième chose, sur le fond, c'est qu'effectivement, cette réforme des retraites, le gouvernement s'est lourdement trompé. Parce qu'il s'est dit, on va essayer de récupérer du pognon en faisant une réforme qui ne touche pas directement... Pardon Jean, mais le gouvernement, il va regarder cette semaine de mobilisation, ce durcissement, et il va se frotter les mains en disant l'opinion va revenir vers nous, parce que les gens ne vont plus en pouvoir. Je ne le crois pas. Si arrive ce qui est promis, écoutez, vous ne croyez pas. Moi, j'ai l'âge d'avoir vécu... la grève de 95. Moi aussi, vous savez. Voilà, donc ça, on l'avait dit. On nous l'avait dit à plusieurs reprises que les blocages, les galères des gens qui habitent dans les métropoles et dans les campagnes, qui sont obligés de prendre leur voiture, etc., ça va effectivement rendre impopulaires les mouvements sociaux. Les temps ont changé. Souvenez-vous du blocage des raffineries, comment les Français étaient excédés. Mais c'est pas là, la réforme des retraites touche tout le monde. C'est ça, et je pense qu'en fait, le gouvernement a sous-estimé l'idée que c'est pas parce que c'est la retraite, donc c'est dans longtemps, que les Français s'en fichent. Les Français ne s'en fichent pas parce que les Français, aujourd'hui, en ont marre, en fait, de ne pas avoir de sens à leur travail et surtout de ne pas pouvoir vivre décemment de leur travail. Donc quand vous arrivez en tant que gouvernement et vous leur dites, vous allez rire, non seulement vous n'avez pas de sens à votre travail, mais en plus, vous n'arrivez pas à en vivre, mais on va vous faire bosser 2 ans de plus, les gens n'en veulent pas.
Et si c'est la seule manière pour le gouvernement de récupérer du fric pour rembourser toutes les ardoises de ce qu'il a dépensé depuis 2017 et notamment depuis les confinements, le quoi qu'il en coûte, etc., c'est une mauvaise chose. C'est peut-être là qu'il pensait récupérer de l'argent de manière indolore. Et ben, le truc lui a explosé à la figure parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Vous voulez faire quoi? Parce que la réforme des retraites, écoutez, elle ne touche que ceux qui ont... l'émission. Non, mais la réforme des retraites, elle ne touche que ceux qui ont leur force de travail pour vivre. Donc au bout d'un moment, ceux-là, ils en ont un petit peu marre. Ouais. Voilà. Et surtout, la question de la pénibilité, par exemple, juste un dernier mot, la question de la pénibilité qui est quand même une question cruciale dans notre société. Elle n'est absolument pas prise en compte. Et les 1200 euros, Patrick. Elle n'est pas prise en compte. Elle est prise en compte de manière subjective, sûr, avec des médecins du travail. Mais ils vont recruter combien de milliers de médecins du travail pour expertiser si les gens peuvent continuer ou pas? Le gouvernement. C'est le meilleur outil pour la cohésion nationale. Vous êtes pour? Moi, je suis contre parce que je suis pour parce que je suis pour un service national, un service militaire à la papa, on va dire. Ah oui. Je trouve que les objectifs, si vous voulez, de ce service national universel, c'est quoi? C'est la transmission d'un socle républicain. Alors que fait l'école? Je suis d'accord. Emmanuel Macron l'a présenté en 2018 comme la grande réforme de société du quinquennat. Mais c'est n'importe quoi. Attendez, est-ce que les objectifs affichés officiellement par le service national universel font apparaître celui-ci comme une simple rustine des manquements de l'éducation nationale? Voilà. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Benjamin Lucas, le député Europe Écologie Les Verts, qu'un jeune con de chez LR aille fanfaronner avec des adeptes de l'odieuse théorie du grand remplacement, ami de néo-nazis et ventilateur à haine, sans que son parti ne le vire séance tenante, devrait nous indigner toutes et tous. Vous allez évidemment réagir. Il a dit un propos qui va choquer Benjamin Lucas, parce qu'il a dit qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Ah oui, là, c'est vrai. Chez Benjamin Lucas, c'est plutôt la mosquée au centre de la Médina. Hein. Il est vice-président des Républicains, Carayon. Il est vice-président des Républicains tout court, pas seulement des jeunes. La couleur de cet homme, on la partage aussi à travers cette image, Jean Messia et Kevin Bossuet. Écoutez, moi je suis extrêmement ému, j'ai pas de mots, j'en ai la chair de poule. Franchement, oui. Parce que c'est à la fois tellement triste et tellement irréel de voir cet homme presque continuer à danser avec sa bien-aimée qui s'en est allée. Je suis très ému. Mais on comprend. Je crois qu'on ressent tous la même émotion. Par contre, si vous voulez, à chaque fois, si vous voulez, parce que derrière l'émotion et les voix chevrotantes et les larmes que l'on retient, il y a aussi une forme de colère par rapport à cette sauvagerie qu'il y a dans notre société, par rapport à tous ces gens qui tous les jours sont blessés, sont tués dans des conditions parfois invraisemblables. Je suis encore de ceux qui croient que la politique reste prométhéenne et que le politique peut, s'il le voulait, s'il s'en donnait les moyens, apaiser les souffrances des Français, toutes les souffrances liées à l'insécurité, les souffrances sociales, les souffrances financières, les souffrances familiales. Je ne comprends pas, si vous voulez, qu'on laisse notre société dériver et avoir tous les jours à pleurer la disparition de gens innocents, de gens qui avaient la vie devant eux. Je ne comprends pas. À la fois, vous avez raison, Jean Messia, à la fois le cas précis d'Agnès Lassalle et cet enfant qui ne laissait... en tout cas, qui, selon les éléments de l'enquête, qui ne donnait pas de signes d'alerte particulière, qui poignarde sa professeure. On se demande si là, en l'occurrence, le politique aurait pu faire quoi que ce soit. En donnant les moyens à la médecine, par exemple, aux psychologues scolaires. L'enquête établira s'il a été correctement suivi, mais on sait très bien que d'une manière générale, la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, et c'est encore plus le cas de la psychologie. Enfin là, Kevin Bossuet peut peut-être nous en dire un mot, mais je crois que les moyens ont été considérablement réduits en la matière à l'école, comme d'ailleurs d'autres moyens. Donc, c'est pour ça aussi. Et elle était passionnée de danse. C'est aussi pour ça que cette danse a été organisée devant l'église Sainte-Eugénie. Dernier mot. L'école, normalement, est un sanctuaire dans lequel on ne transmet que les savoirs. Or, aujourd'hui, l'école, c'est la courroie de transmission dans laquelle on transmet toutes les angoisses de la société, que ce soit l'angoisse écologique, l'angoisse sanitaire, l'angoisse géopolitique par rapport à la guerre. Et vous voyez, en même temps que nous parlons, sur le fil Twitter de CNews, attention à votre cœur qui risque de se faire planter. Un professeur menacé de mort à Caen, là, il y a 2 minutes.
voyez ? Donc c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement rare. Mais c'est pas un fait divers. Tous les jours. C'est tous les jours des choses comme ça. À l'instant, ça vient de tomber pendant qu'on aborde le sujet de ces obsèques très émouvantes et de la mort de cette prof. Et tous les jours, on en a comme ça à travers toute la France.